Par une journée torride dans la province française de Mumumalang, où l'air scintillait au-dessus de l'asphalte comme de l'argent liquide, les automobilistes sur l'autoroute A4 furent témoins d'un spectacle qui les entrait à jamais. Une magnifique panthère, son pelage tacheté terni par le sang et la poussière, se traînait à travers 4 voies de circulation mortelles, n'utilisant que ses pattes avant. Ses pattes arrière, complètement inutiles, traînaient derrière elle comme des appendices brisés sur l'asphalte brûlante atteignant 50 degrés. Ses points les voitures et les camions passaient à toute vitesse, klaxons hurlants, freins crissant alors que les conducteurs apercevaient la silhouette dorée de la panthère. Beaucoup sortaient leur téléphone pour enregistrer la scène déchirante. Mais un homme de 58 ans aux cheveux grisonnants agit différemment. Le docteur René Collet, un biologiste de la faune américain, gara immédiatement son Land Rover sur le bas-côté, activa ses feux de détresse, et le cœur battant, sortit du véhicule. « Mon Dieu !» murmura Collet, son œil entraîné reconnaissant rapidement qu'il s'agissait d'une panthère femelle adulte, l'un des félins les plus précieux et menacés de France. Elle ne survivra pas une minute de plus sur cette route. Mais la panthère, plus tard nommée Amélie, n'avait pas l'intention d'attendre de l'aide. Un instinct plus fort que la douleur la poussait à poursuivre ce voyage impossible. Ses griffes acérées s'accrochaient à la surface de la route, tirant son corps de près de 60 kg pouce par pouce dans une agonie palpable. Ses yeux ambrés reflétaient une détermination inébranlable, tandis que sa respiration devenait laborieuse à chaque mouvement. Collet appela l'équipe de secours animaliers tout en essayant de diriger la circulation autour d'Amélie. Il observa la panthère lutter pour traverser le terre-plein central, et à cet instant, il comprit la véritable motivation derrière ce périple risqué. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il en balayant l'herbe haute de l'autre côté de l'autoroute avec ses jumelles. Allongée, immobile, presque indétectable, se trouvait la petite forme d'un bébé panthère, âgé d'environ 4 mois. Elle n'essaie pas de fuir l'autoroute, réalisa Collet, l'émotion lui serrant la gorge. Elle essaie d'atteindre son petit. Amélie ne fuyait pas. Elle essayait de sauver son bébé. Les minutes qui suivirent se déroulèrent comme un cauchemar au ralenti. Collet et plusieurs autres conducteurs s'étaient arrêtés, formant une barrière protectrice autour d'Amélie. Un camion faillit heurter la panthère, freinant brusquement et dérapant sur la route, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Le vacarme des klaxons, l'odeur du caoutchouc brûlé et les cris humains créaient une symphonie chaotique, mais Amélie restait concentrée sur son objectif. Lorsqu'elle traversa enfin le terre-plein, elle se traîna vers son petit immobile avec une vitesse accrue, comme si elle puisait dans ses dernières réserves de force. Collet observait, à la fois émerveillé et brisé. En 25 ans d'études des panthères, il n'avait jamais vu une telle scène. Un témoignage vivant de la puissance de l'amour maternel, transcendant même l'instinct de survie le plus fondamental. « Courageuse fille !» murmura-t-il. « Continue !» Quand Amélie atteignit enfin son petit, elle était complètement épuisée. Son corps ensanglanté s'effondra à côté de son petit, plus tard nommé Zoé. Avec ses dernières forces, Amélie lécha doucement le visage de son petit, émettant des sons doux, presque inaudibles. La scène était si émouvante que même les chauffeurs routiers les plus endurcis détournèrent le regard, retenant leurs larmes. L'équipe de secours animalier arriva en moins de 30 minutes, évaluant rapidement la situation. Amélie et Zoé étaient dans un état extrêmement critique. Amélie avait la colonne vertébrale brisée en 2 endroits, probablement après avoir été heurtée par un véhicule, et avait perdu une quantité importante de sang. Zoé, bien qu'elle ne présentât pas de blessures externes évidentes, était gravement mal nourrie et déshydratée, plongée dans un état comateux. « Je ne comprends pas comment la petite est encore en vie », confia un secouriste à Collet alors qu'il plaçait délicatement les 2 panthères sur des civières, les gardant ensemble à la demande de Collet. Elle a dû être laissée là pendant au moins 2 jours. « C'est pourquoi Amélie a traversé la route », expliqua Collet en montant dans le véhicule de secours. Elle a entendu son petit appeler à l'aide. Sur le chemin du centre de secours animalier de Nesle-sur-Pré, Collet ne pouvait s'empêcher de penser à l'extraordinaire périple d'Amélie. Il avait étudié les panthères tout au long de sa carrière, mais n'avait jamais été témoin d'une telle démonstration d'intelligence et d'amour inconditionnel de la part de cette espèce. Au fond de lui, il savait que si Amélie pouvait parler, elle dirait qu'elle avait fait ce que toute mère ferait, tout et n'importe quoi pour sauver son enfant. Le centre de secours animalier de Nesle-sur-Pré était l'un des établissements les plus avancés de France, doté d'équipements médicaux de pointe et d'une équipe de spécialistes de la faune de premier plan. Mais même là, l'état d'Amélie laissait les experts perplexes. Des tests approfondis confirmèrent ce qu'ils soupçonnaient. La colonne vertébrale d'Amélie était gravement endommagée, avec des nerfs sectionnés à plusieurs endroits. Selon toutes les normes médicales modernes, Amélie ne marcherait plus jamais. L'état de Zoé était tout aussi critique. Le petit était en grave malnutrition, déshydraté et dans un coma profond. Sa température corporelle était bien inférieure à la normale malgré la chaleur extérieure.
L'équipe vétérinaire mit immédiatement en place un protocole de traitement d'urgence, thérapie par fluide, nutrition et chaleur. Mais tous savaient que les chances de survie de Zoé étaient minces. Un phénomène étrange se produisit le deuxième jour après l'opération de la colonne vertébrale d'Amélie. Lorsque les médecins séparèrent Amélie et Zoé pour effectuer des tests approfondis, l'état de santé des deux se détériora dramatiquement. Le rythme cardiaque de Zoé devint irrégulier et faible, tandis qu'Amélie montrait des signes de stress extrême, refusant de s'alimenter, respirant rapidement et émettant des vocalisations de détresse continue. L'instinct professionnel de Collet lui souffla quelque chose. Il suggéra de replacer les deux panthères ensemble dans le même espace Best Online Casino de soins spéciaux. Au départ, les vétérinaires étaient sceptiques, cela allait à l'encontre du protocole standard. Mais comme l'état des deux continuait de se dégrader, ils acceptèrent d'essayer la suggestion de Collet. Les résultats furent stupéfiants. Dès qu'Amélie sentit la présence de Zoé à ses côtés, ses signes vitaux commencèrent à se stabiliser. Son rythme cardiaque ralentit, sa respiration devint plus régulière, et elle accepta même un peu de nourriture. Plus surprenant encore, Zoé commença également à montrer des signes de rétablissement. Sa température corporelle augmenta, son rythme cardiaque se renforça, et ses paramètres sanguins s'améliorèrent progressivement. Ce phénomène stupéfia toute l'équipe médicale. Aucune théorie scientifique ne pouvait expliquer pleinement pourquoi la présence d'Amélie avait un impact si puissant sur la récupération de Zoé, et vice-versa. Mais l'effet était indéniable. Les deux panthères semblaient se fournir mutuellement une sorte de médecine qu'aucun laboratoire ne pouvait créer. L'amour et une connexion profonde. Dans les jours qui suivirent, Collet passa la plupart de son temps au centre de secours, surveillant et documentant chaque progrès d'Amélie et Zoé. Il avait reporté tous ses autres projets de recherche, captivé par cette histoire extraordinaire. Chaque jour, il observait de petits signes de récupération et une force de vie féroce, non seulement chez Zoé, mais aussi chez Amélie. La panthère mère, qui selon toutes les théories médicales aurait dû sombrer dans la dépression après avoir perdu sa capacité à marcher, montrait une résilience incroyable. Zoé récupéra à un rythme étonnant, comme c'est souvent le cas chez les jeunes individus. En seulement une semaine, le petit était pleinement alerte, capable de manger normalement et commençait à explorer l'espace limité autour d'elle. Cependant, ce qui était remarquable, c'est que Zoé ne s'éloignait jamais trop d'Amélie. Chaque petite exploration se terminait par un retour auprès de sa mère, frottant sa tête contre le cou d'Amélie et se blottissant à ses côtés, comme si elle comprenait que sa mère avait besoin de réconfort et d'encouragement. Amélie, bien qu'incapable de bouger ses pattes arrière, montrait un esprit extraordinaire. Elle utilisait ses puissantes pattes avant pour soulever la partie supérieure de son corps, observant chaque mouvement de Zoé avec des yeux vigilants. Chaque fois que Zoé revenait à ses côtés, Amélie toilettait soigneusement son petit, lui enseignant les bases de l'hygiène et de l'autonomie, compétences fondamentales de survie que chaque bébé panthère doit apprendre de sa mère. À la fin de la deuxième semaine, un événement incroyable se produisit. Collet arriva au centre tôt le matin, alors que la plupart du personnel n'avait pas encore commencé son service. En passant devant la salle de récupération d'Amélie et Zoé, un mouvement inhabituel attira son attention. À travers la vitre, il vit Amélie tenter de se tirer vers un morceau de viande placé à proximité, utilisant la même technique qu'elle avait employée sur l'autoroute, ses puissantes pattes avant traînant son corps lourd. Collet resta immobile, retenant son souffle, craignant d'interrompre ce moment précieux. Mais ce qui l'étonna vraiment, ce fut le comportement de Zoé. Au lieu de courir vers la viande elle-même, le petit se tenait à côté de sa mère, frottant continuellement sa tête contre l'épaule d'Amélie et émettant de petits sons. À chaque avancée d'Amélie, Zoé semblait excitée, comme si elle encourageait l'effort de sa mère. « Incroyable !» murmura Collet, notant tout précipitamment dans son carnet. Zoé devient l'entraîneuse de sa mère. Ce phénomène se poursuivit dans les jours suivants. Chaque fois que personne n'était autour, Amélie essayait de se déplacer, toujours avec Zoé à ses côtés pour l'encourager. Collet décida d'installer une caméra de surveillance pour capturer ces moments, créant une documentation précieuse du processus de récupération incroyable d'Amélie et de la relation extraordinaire entre les deux panthères. Le 18e jour après l'accident, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Zoé jouait avec une petite balle spécialement conçue pour la réhabilitation de la faune, la balle roula hors de portée de la mère et du petit. Zoé émit un son triste, regardant la balle avec une déception évidente. Et puis, dans un moment que tous les présents n'oublieraient jamais, Amélie tenta de lever une de ses pattes arrière. Ce n'était qu'un petit mouvement, presque insignifiant, juste un léger frémissement d'un muscle qui avait été complètement paralysé. Mais cela réduisit la salle médicale au silence complet. C'était quelque chose que tous les manuels médicaux disaient impossible. Une panthère avec de graves dommages à la colonne vertébrale montrant des signes de récupération de la fonction motrice. Les médecins procédèrent rapidement à une nouvelle série de tests. Les résultats furent stupéfiants.
Bien que les dommages à la colonne vertébrale d'Amélie restaient graves, il y avait des signes d'activité neurale nouvelle, quelque chose que l'on pensait auparavant impossible avec ce type de blessure. Il semblait que le système nerveux d'Amélie trouvait des chemins de contournement, créant de nouvelles connexions pour compenser les voies endommagées. À partir de ce jour, Amélie progressa lentement mais régulièrement. Chaque jour, elle essayait de bouger un peu plus ses pattes arrière. Parfois, il s'agissait de petits mouvements, mais tous étaient soigneusement documentés par Collet, créant une carte détaillée de ce processus de récupération miraculeux. Zoé, quant à elle, était devenue par inadvertance une parfaite entraîneuse de réhabilitation. Le petit semblait comprendre que sa mère avait besoin d'encouragement et de motivation pour continuer à récupérer. Elle plaçait souvent des jouets ou de petits morceaux de viande juste hors de portée d'Amélie, comme si elle créait délibérément de petits défis. Et chaque fois qu'Amélie s'étirait, Zoé émettait des sons joyeux, comme si elle applaudissait les efforts de sa mère. À la fin du 2e mois, le miracle se produisit. Par un matin calme, avec seulement Collet et une infirmière de garde, Amélie se leva. Ce n'était pas un mouvement gracieux ou élégant comme ceux des panthères en bonne santé. Ses pattes arrière étaient encore faibles, et son corps tremblait sous l'effort extraordinaire, mais elle se tenait debout, même si ce n'était que pour quelques secondes avant de s'effondrer d'épuisement. Collet pleura pour la première fois de sa longue carrière. Il avait été témoin de trop de morts et de pertes dans le monde de la faune. Mais ce jour-là, il avait été témoin d'un miracle. Un miracle d'amour, de volonté de vivre et de la puissance du lien entre une mère et son enfant. Au cours des 4 mois suivants, Amélie progressa remarquablement, dépassant de loin toutes les prédictions médicales. De ses premiers pas tremblants, elle retrouva progressivement force et souplesse. Bien qu'elle ne puisse plus jamais courir aussi vite qu'auparavant, Amélie pouvait marcher et même sauter légèrement sur des plateformes pas trop hautes. Zoé se développa également rapidement, devenant un bébé panthère sain et actif. Collet documenta les leçons de chasse qu'Amélie enseignait à son petit, même dans l'espace limité de la zone de réhabilitation. Avec une patience étonnante, Amélie apprenait à Zoé comment se cacher, approcher une proie silencieusement et bondir précisément pour abattre une proie rapidement et humainement. Ces leçons de survie précieuses étaient celles que chaque bébé panthère devait apprendre de sa mère dans la nature. Les vidéos de la récupération miraculeuse d'Amélie et de la relation spéciale entre les deux panthères furent partagées par Collet au sein de la communauté de la conservation de la faune, suscitant une vague d'intérêt et d'admiration. De nombreux experts mondiaux en neurologie animale contactèrent le centre, souhaitant étudier ce cas particulier. Cependant, Collet et la direction du centre décidèrent de limiter les interventions extérieures, privilégiant la paix et le processus de récupération naturelle des deux panthères. Mais la grande question restait, quel avenir pour Amélie et Zoé? Traditionnellement, une panthère gravement blessée comme Amélie devrait passer le reste de sa vie dans un zoo ou une zone de conservation clôturée. Pendant ce temps, Zoé, une panthère en bonne santé, pourrait être relâchée dans la nature après avoir terminé le programme de réhabilitation. Mais Collet et tous ceux qui avaient suivi cette histoire savaient que séparer les deux serait un acte cruel. Après de nombreuses nuits sans sommeil, Collet proposa une solution. Il existait une réserve privée près du parc national de Crécy, s'étendant sur près de 5000 hectares, assez vaste pour offrir un environnement véritablement naturel, mais toujours protégé par des clôtures pour empêcher le braconnage et minimiser les risques de conflit avec des panthères plus saines dans la nature. Cette proposition fut approuvée, et les préparatifs commencèrent. La réserve privée, nommée le Jardin d'Amélie, fut spécialement conçue pour soutenir une panthère à mobilité réduite. Des points d'eau furent placés à des distances raisonnables, et la population de proies fut soigneusement contrôlée pour garantir qu'Amélie puisse chasser avec succès sans avoir à courir trop vite. 6 mois après l'accident, le jour du retour arriva. Collet observa Amélie et Zoé être transportées vers la nouvelle réserve dans des cages séparées. Au lieu d'une cérémonie ostentatoire avec presse et public, il avait requis un rituel simple, en présence uniquement de ceux qui avaient directement pris soin des deux panthères. Lorsque les cages furent ouvertes dans une petite clairière près de la lisière de la forêt, Zoé fut la première à sortir. La jeune panthère avait considérablement grandi au cours des 6 derniers mois, son pelage tacheté doré brillant sous la lumière du soleil. Elle sortit prudemment de la cage, ses yeux ambrés grands ouverts face à l'immense espace qu'elle n'avait jamais vu auparavant, son nez humant l'air rempli de nouvelles odeurs. Mais au lieu de courir dans la forêt, comme tout le monde l'avait prédit, Zoé se retourna, se tint à côté de la cage d'Amélie et émit de petits sons, comme pour encourager sa mère. Amélie sortit plus lentement, plus prudemment. Chacun de ses pas montrait encore quelques difficultés, mais était stable. Elle s'arrêta à côté de Zoé, et la mère et le petit restèrent immobiles un instant, ressentant le vent, écoutant le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes, des sons que Zoé n'avait jamais connus et qu'Amélie pensait ne plus jamais entendre. Puis, comme si elles avaient conclu un accord silencieux, Amélie commença à marcher vers la forêt, avançant lentement mais régulièrement, avec Zoé marchant à ses côtés,
jetant occasionnellement un regard vers sa mère comme pour s'assurer que tout allait bien. Collet et l'équipe médicale restèrent silencieux, personne n'osant respirer bruyamment alors qu'ils regardaient les deux panthères avancer pas à pas dans l'environnement naturel qu'Amélie, selon toutes les normes médicales, n'aurait jamais dû pouvoir retrouver. Le moment le plus émouvant survint lorsqu'Amélie, juste avant de disparaître dans les buissons, s'arrêta et tourna la tête vers le groupe de personnes. Ses yeux ambrés croisèrent le regard de Collet pendant un instant, et il sembla qu'un message silencieux fut transmis, un merci tacite d'une créature courageuse qui avait lutté sans relâche et défié toutes les prédictions scientifiques. Puis, en un clin d'œil, la mère et le petit disparurent dans la forêt profonde, retournant au monde auquel elles appartenaient. Un an plus tard, Collet retourna au jardin d'Amélie pour vérifier les progrès des deux panthères. La réserve avait installé quelques caméras de surveillance à distance, mais elles étaient réduites au minimum pour garantir un environnement de vie le plus naturel possible pour les animaux. Ce que les caméras capturèrent dépassa toutes les attentes. Amélie, bien que se déplaçant toujours avec quelques difficultés dans ses pattes arrière, s'était parfaitement adaptée au nouvel environnement. Elle avait développé une méthode de chasse efficace adaptée à son état, se concentrant sur l'embuscade et les attaques précises plutôt que sur la poursuite. Plus surprenant encore, Zoé, désormais presque adulte, chassait souvent avec sa mère, formant une équipe de chasse coordonnée rarement vue dans le monde des panthères, où les adultes vivent des chasses généralement seuls. Une vidéo particulièrement émouvante montrait Amélie et Zoé abattant une antilope ensemble, Zoé poursuivant et dirigeant la proie vers l'endroit où Amélie se cachait en embuscade. C'était une tactique de chasse complexe, généralement observée uniquement chez les lions vivant en groupe et non chez les panthères habituellement solitaires. Elles ont développé une méthode de chasse entièrement nouvelle, expliqua Collet à l'équipe de recherche. Une adaptation parfaite à l'état d'Amélie, mais aussi une preuve de l'intelligence et de la capacité d'apprentissage extraordinaire de cette espèce. L'histoire d'Amélie et Zoé se répandit dans la communauté de la conservation de la faune, devenant une source d'inspiration pour de nombreux nouveaux projets. Le modèle Amélie, une réserve semi-naturelle pour la faune blessée qui ne peut pas retourner pleinement à la nature, fut adopté dans de nombreux endroits en France et dans le monde. En particulier, de nombreux projets se concentrèrent sur la préservation des relations familiales naturelles entre les animaux, plutôt que de les séparer selon les normes de soins traditionnelles. Mais l'héritage le plus important d'Amélie réside peut-être dans le changement de la perception humaine de la faune. Son histoire a prouvé que l'amour, l'intelligence et la volonté de vivre ne sont pas exclusifs aux humains. Dans le cœur d'une mère panthère, l'amour pour son petit est si puissant qu'il peut surmonter des frontières que la science jugeait impossible à franchir. 2 ans après l'accident, une caméra de surveillance captura une scène particulière. Amélie, debout sur un rocher élevé, contemplait le coucher de soleil au loin, avec Zoé, désormais pleinement adulte, à ses côtés. Cette image devint une icône pour la campagne mondiale de conservation des panthères, avec un message simple mais puissant. L'amour ne connaît pas de frontières. Pour Collet, ce n'était pas seulement une histoire de deux panthères. C'était une histoire sur la puissance de l'amour inconditionnel, sur la capacité extraordinaire de la vie à surmonter toutes les adversités, et sur les miracles qui peuvent se produire lorsque les humains ouvrent leur cœur au monde naturel. Chaque fois qu'il regardait la photo d'Amélie et Zoé sur le rocher, il se souvenait du moment sur l'autoroute ce jour-là. Le moment où une mère décida que l'amour était plus important que la douleur et se traîna à travers 4 voies mortelles pour atteindre son petit. Et il savait que parfois, l'impossible devient possible grâce à la puissance simple mais illimitée de l'amour.